À vrai dire, j'ai envie de jouer autour de l'idée de l'évolution de l'homme, la pression de sélection qu'apportent les bactéries et les microbes pathogènes à l'homme, et les conséquences de cette pression de sélection sur l'émergence de maladies, ou plus exactement l'augmentation de fréquence de maladies, en l'occurrence du système immunitaire, parce que ce sont les moyens de défense contre les microbes. Donc tenter d'expliquer un peu pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup plus de personnes avec des maladies allergiques et des maladies auto-immunes et inflammatoires. Du fait de l'évolution et du fait que nous sommes inadaptés, c'est-à-dire que notre génome est celui qui correspond à ce que l'homme a subi il y a 50 000 ans. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un environnement un peu différent, ou il y a 10 000 ans, enfin, ça dépend des cas, mais évidemment différent, et en tous les cas dans le monde occidental, dans un monde où on est assez peu confronté aux microbes. L'évolution du génome existe, est lente, sous la forme de pression de sélection. Si, je sais pas, la peste, par exemple, c'est un très bon exemple. La peste a tué un tiers de la population de l'Europe au XIVe siècle. Donc parmi les personnes qui ont survécu, certaines ont survécu parce qu'elles avaient des variations dans leur génome qui les rendaient plus résistantes aux bacilles de la peste. Donc ce genre d'événement, tout au long de l'histoire de l'homme, est arrivé un très très grand nombre de fois. Donc ça façonne notre génome, un certain type de réponse contre les microbes. Et aujourd'hui, il n'y a plus de peste, en tous les cas, pas chez nous. Il y en a à Madagascar, malheureusement, mais il y en a, enfin, et on est relativement peu confronté aux microbes. Notre génome, en termes de réponse immunitaire, n'est pas adapté, ou n'est plus adapté, comme on veut, à notre environnement actuel. Et du coup, il fait des bêtises. Notre génome, c'est-à-dire que, si je schématise à l'extrême, notre système immunitaire, en raison de cette adaptation génétique, se comporte de façon excessive et trop belliqueux. En étant trop belliqueux, il provoque les allergies et il provoque les maladies auto-immunes. C'est un peu une simplification, mais enfin, c'est exact. C'est fondamentalement exact. Donc c'est ça l'idée, c'est l'inadaptation entre le temps, la chronologie des événements que sont comment le génome évolue, le génome humain en l'occurrence, mais on pourrait aussi parler du génome des microbes d'ailleurs, qui eux aussi coévoluent avec nous, et comment notre environnement évolue beaucoup plus vite, comment notre comportement évolue encore plus vite, et que donc tout ceci est désadapté en partie. On va dire, moi je me contenterai de parler de maladies du système immunitaire, mais c'est la même chose pour le métabolisme, et ça explique en partie, compte tenu des comportements de l'homme, la recrudescence des diabètes dits de type 2 et de l'obésité par exemple. Parce que l'obésité évidemment est liée aux habitudes alimentaires, à l'absence d'exercice physique, mais fondamentalement, sur le plan génétique, nous sommes programmés à stocker de l'énergie, parce qu'il y a 30 000 ans, c'était difficile de trouver à manger. Mais génétiquement, nous avons moins de 30 000 ans, et comportementalement, nous sommes aujourd'hui où l'alimentation est, en tous les cas chez nous, facilement accessible. Donc ça crée une espèce d'asynchronie qui a des conséquences délétères. Je pense que la culture scientifique, c'est un pan très important de la culture, tout court. Pas aussi développé en France qu'on pourrait le souhaiter. Je pense que la France a une tradition de culture littéraire, culture philosophique, culture artistique, mais pas tant que cela de culture scientifique. Or, la culture scientifique est essentielle parce qu'elle donne les outils aux citoyens de compréhension d'enjeux qui sont absolument majeurs. Il n'y a pas de grandes décisions politiques dans le domaine de la santé, bien évidemment, mais environnementale, énergétique, on pourra encore en citer d'autres, qui n'implique pas une expertise scientifique. Donc à un moment donné, au-delà de l'expertise, il y a la décision. La décision, c'est le politique, et le politique, fondamentalement, ce sont les citoyens à travers la démocratie. Donc plus les citoyens auront accès à la culture scientifique, à la connaissance, à des bases de réflexion personnelle, mieux ce sera pour notre démocratie. Il y a du boulot, partout, mais en France en particulier, et les rencontres d'Arbois participent magnifiquement, à mon avis, à cette possibilité de débat démocratique autour de la science. Oui et non, je ne pense pas qu'il y ait une remise en cause de la science en tant que telle. Je ne pense pas que le public en général s'oppose au travail scientifique, à l'acquisition de connaissances, quel que soit le domaine. Par contre, là où il y a problème, c'est au niveau des applications de la science. Vous avez cité l'exemple des organismes génétiquement modifiés pour l'agriculture, mais on peut en citer un exemple, je pense que vous en reparlerez avec M. Sansonetti cet après-midi, la vaccination. Un assez bel exemple d'opposition d'une fraction de la population à une application raisonnable de la science. C'est vrai dans bien d'autres domaines, je pense les nanotechnologies
et d'autres. Et donc il y a une espèce de survivance et parfois même d'extension aujourd'hui d'une forme de pensée magique à l'égard de peur que la population a, et qui fait que des raisonnements et éventuellement des décisions, si ça passe au niveau politique, ça a été le cas pour les OGM, peuvent être fondés juste sur l'absence de raisonnement scientifique. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, c'est la porte ouverte au populisme et à tous les excès possibles et imaginables. Donc je pense que le problème est entier. Les OGM ont peut-être historiquement dans la période moderne été un des premiers exemples d'échec, mais ce n'est pas le seul. Les situations qui ne sont pas figées, les OGM c'est à peu près figé, je pense aujourd'hui en France et même en Europe. Mais ce problème est entier, il est devant nous, hein. Il n'est pas que derrière nous malheureusement. Je pense que toutes les institutions scientifiques, les universités quand même, c'est une mission majeure, hein. Les organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, etc., et le Collège de France, bon, qui est quand même une petite entité, doivent participer de ça. Alors je vais défendre un tout petit peu le Collège de France, même si je comprends très bien l'analyse, laissant penser que c'est un peu une tour d'ivoire, et parce qu'effectivement c'est localisé en un endroit, et après tout on pourrait imaginer que les professeurs du Collège de France soient un peu partout en France. C'est une hypothèse qui avait à un moment été envisagée d'ailleurs. Néanmoins il y a quand même par exemple une possibilité d'accès à la connaissance qui est très intéressante et qui fonctionne très bien. C'est tout simplement sur le site internet du Collège de France. Il y a un accès à tous les cours, tous les séminaires, toutes les conférences. Techniquement, c'est très bien fait. Et donc n'importe qui, n'importe où, même de l'étranger d'ailleurs, et bien évidemment, peut avoir accès à des... Je ne sais pas combien il y a d'heures, enfin c'est phénoménal, de cours, de conférences, de séminaires sur tous les sujets scientifiques, dont beaucoup sont évidemment, ont une portée en termes de société et de décision politique. Donc, le Collège de France doit s'ouvrir, comme toutes les autres entités doivent s'ouvrir, peut-être de temps en temps physiquement bouger, ce qu'on fait un peu à l'étranger, mais moins en France, on va dire, paradoxalement. Mais néanmoins, il y a des outils qui sont assez intéressants et qui sont connus, pas assez connus. Mais dans tous les cas, je suis absolument l'analyse qui est de dire que toutes les instances de toute nature qui sont impliqués dans l'acquisition des connaissances doivent participer activement avec des outils les plus attractifs possibles à la diffusion des connaissances et à la réflexion critique, etc., sur la portée de ces connaissances scientifiques. Bon, ça dépend quelle science. Si vous êtes un chercheur en mathématiques, vous ne pouvez pas le faire avec les citoyens. La recherche la plus fondamentale, et en particulier la plus théorique, implique un niveau de connaissance tel que ce n'est pas possible. Mais il y a certains domaines où les citoyens peuvent intervenir, dans le domaine de la santé par exemple, parce que nous sommes tous des malades en puissance ou des malades tout court, et que donc, beaucoup de recherche médicale implique la participation de malades sous forme de ce qu'on appelle de cohorte, donc un groupe de patients qui sont étudiés pour toute une série de caractéristiques. Donc au-delà d'être le sujet de l'étude, c'est tout à fait envisageable, et cela existe déjà dans un certain nombre de circonstances, que les patients et éventuellement leurs familles réfléchissent aux études et aux objectifs des études. Je vais vous donner un exemple, un domaine que je connais assez bien, qui est celui des maladies rares. Il y a un grand nombre de maladies rares, donc elles ne sont pas très très bien connues des médecins ou des chercheurs qui travaillent dessus. Mais les familles qui ont un enfant atteint ou des adultes qui sont eux-mêmes atteints, ils connaissent finalement très bien leur maladie parce qu'ils vivent avec tous les jours. Donc ils savent ce qui est important pour eux. Donc ils sont capables de nous dire, si on propose une étude, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir, quels doivent être les objectifs en termes d'amélioration de prise en charge, par exemple. Donc ça, c'est une évolution qui est sensible, qui est en train de se faire. Ce n'est pas si simple, parce que même pour un citoyen impliqué, motivé, il faut quand même un minimum de connaissances pour arriver à être en situation d'échange fructueux. Mais ceci évolue. Et je pense que dans le domaine des sciences humaines et sociales, il y a un certain nombre de circonstances aussi où c'est possible. Mais je veux dire, si des personnes devaient amener, j'en doute, mais bon, des arguments scientifiques qui permettent de remettre en cause une théorie, pourquoi pas? Je pense que la science est fondée, c'est un principe absolument essentiel sur la liberté de la recherche. Pourvu que cette recherche s'exerce dans des conditions éthiquement acceptables. Là, je fais surtout allusion à la recherche, évidemment, sur l'homme et en médecine en particulier. Mais ensuite, la liberté de la recherche est un dogme absolu. Donc la seule chose, c'est qu'il faut que la science soit de la science et pas de l'idéologie. Les deux ne vont pas de pair. Par définition, les travaux scientifiques avancent par confrontation, reproductibilité ou non des résultats. Et puis petit à petit, le corpus des connaissances progresse et on peut développer des théories. Mais le principe de la liberté de recherche est absolument intangible.
Oui, là, il y a un peu de confusion. Je pense que donc, la recherche est la recherche. Le monde politique est là pour prendre des décisions et fondé sur la démocratie, donc d'où la nécessité de diffusion des connaissances autant que faire se peut. C'est pas facile. Mais il y a une situation qui cherche à établir des positions qui cherchent à établir le lien, même si c'est pas facile, c'est celle de la position d'experts. C'est pas facile parce que les experts peuvent avoir des avis contradictoires, ce qui place le politique en situation difficile. De temps en temps, les experts ont des conflits d'intérêts, il faut faire attention à cela. Néanmoins, les experts sont irremplaçables. Et c'est assez intéressant de comparer ce qui se passe en France et dans les pays latins avec le monde anglo-saxon, sans vouloir idéaliser ce dernier. Mais dans le monde anglo-saxon, ne serait-ce qu'en Grande-Bretagne, pour aller près de chez nous, dans toutes les instances politiques à tous les niveaux, que ce soit le Parlement d'un côté ou tous les ministères, ils ont des experts scientifiques, tous, quel que soit le domaine, qui sont donc interrogés à chaque fois qu'une décision doit être prise. Mais évidemment, et ensuite il faut faire très attention, les experts sont des experts, ne sont pas des politiques. Les experts, ils ne prennent pas de décision. Mais ils apportent les informations sous l'angle le plus critique possible. Critique, je veux dire de l'analyse critique et avec une confrontation quand c'est nécessaire, puisqu'il peut y avoir des avis divergents. Donc cette position-là, à mon avis, est extrêmement importante. Elle doit être respectée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire un expert, c'est pas de temps en temps un expert a envie de prendre des décisions à la place des hommes politiques, ça c'est complètement aberrant. Mais l'inverse, qui est la situation qui prévaut trop souvent en France, à mon avis, où les politiques prennent des décisions sans avoir acquis l'expertise scientifique de la question posée, est aussi problématique, et encore une fois, pas rare en France. Donc là, je pense qu'il y a des progrès à faire, pour ce qui est de la France, et un certain nombre d'autres pays d'ailleurs, sur un meilleur positionnement de cette interface entre les connaissances venant du monde scientifique et la politique. C'est difficile, ça sera de plus en plus difficile, parce que par définition, la science est de plus en plus complexe. Et on voit toutes les discussions, que ce soit autour du numérique, maintenant aujourd'hui l'intelligence artificielle, un sujet très à la mode, mais qui est un sujet très important. Mais les questions de santé, encore une fois, d'environnement, il y a énormément de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions qui échappent à une analyse scientifique. Même, encore une fois, si, et elle doit l'être, contradictoire à chaque fois que nécessaire. Mais on n'est pas assez armé, là, je pense, notre pays, et au niveau des politiques, pour asseoir les décisions sur la meilleure analyse possible. On ne doit pas créer une société centrée sur la science. Ça serait une forme de retour au scientisme du 19e siècle qui a beaucoup de limites et qui serait tout sauf démocratique. Ce serait une forme de despotisme semi-éclairé, je ne sais pas, enfin c'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, je reviens à mon propos précédent, c'est le fait que les scientifiques s'impliquent dans la société, apportent les connaissances et l'analyse critique des faits qu'ils peuvent porter auprès des acteurs, auprès des citoyens, ça c'est la diffusion des connaissances, et auprès des politiques, donc au niveau de la décision. Mais il ne faut pas de mélange des genres. Je pense que ça c'est assez dangereux le mélange des genres. Moi, je félicite Nahon pour ce boulot qu'il fait, parce que c'est juste remarquable. On peut souhaiter qu'une seule chose, c'est qu'il y ait des rencontres d'Arbois dans toutes les villes de France, pratiquement. Il y a des initiatives qui ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a un certain nombre de gens qui, comme lui, se battent justement pour la diffusion de la culture scientifique, qui font un boulot qui n'est pas bien reconnu, même si ce n'est pas fondamental qu'il le soit, mais enfin, il n'y a pas de raison. J'ai un exemple en tête, par exemple, à Rennes, en Bretagne, il y a une maison, je ne sais plus, pas maison des sciences, mais ça ressemble à ça, où il y a une équipe qui fait un boulot, qui organise sans arrêt des conférences, des débats, sur plus ou moins les mêmes thèmes que ceux qui sont abordés ici. Il y a un public d'habitués très nombreux qui passent des soirées, c'est impressionnant, c'est magnifique. Donc on peut souhaiter qu'une chose, c'est qu'il y ait cela partout, et donc Nahon fasse des petits dans toute la France.